jusqu'à 1h. Je suis tout à votre écoute. Alors si vous souhaitez me confier un problème qui vous préoccupe ou me faire part de questions qui vous tourmentent, je vous invite à m'appeler au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Siba et Quentin, sous l'œil bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également intervenir à tout moment puisque nous sommes en direct évidemment, comme tous les soirs, au 39 21 si vous voulez dialoguer avec nous. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou nous écrire sur le site europe1.fr. Ce soir, Sergio nous écoute à la maison. Il ne travaille pas. Je crois même qu'il cuisine à cette heure-ci. Je ne sais pas ce qu'il est en train de mijoter, mais bon, il nous écoute en cuisinant. Et puis, il y a également Angie qui est là et qui me dit qu'elle vient de regarder une émission sur Brassens qui est un homme cher à son cœur. Alors on en avait parlé de Brassens quand on avait parlé avec Xavier du rapport au temps, et ça a fait couler beaucoup d'encre puisque j'ai reçu une lettre ce soir de Pascal qui est un auditeur fidèle de Toulouse, et il me dit vraiment trop fort ce Xavier avec ses citations sur le temps. J'en ai moi aussi quelques-unes à vous soumettre. Alors il cite Hector Berlioz qui dit: le temps est un grand maître, le malheur est tue ses élèves. Il cite également La Bruyère, les caractères, le temps qui fortifie les amitiés et affaiblit l'amour. Et puis Paul-Jean Toulet, il y a des gens qui croient arrêter le temps en arrêtant les pendules. Et il ajoute, Pascal est un passionné apparemment de la royauté, il dit: j'espère que Kate et William auront beau temps demain pourvu qu'il ne pleuve point, le mariage du siècle, la cérémonie s'annonce grandiose. 4 milliards de yeux au maximum vont les observer. Pression maximale. Et oui, ce soir, vous imaginez bien, notre bon roi ne sera pas là. Il est déjà sur place. Il fait partie des privilégiés qui seront là pour participer aux festivités. Et j'espère que nous aurons droit quand même à quelques bons scoops qu'il pourra nous dire un peu comment s'est déroulé ce mariage. Allez, 39 21, c'est parti pour 2 heures de direct, 2 heures de libre antenne. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir ce soir. Ouais, je vous en prie. Je suis un peu, je sais pas trop par recommencer. Alors je vais vous aider un petit peu. Donc vous venez d'avoir des jumeaux qui sont nés le 7 avril dernier. Voilà. Alors, tout ça, c'est un événement heureux, on pourrait dire, si ce n'est que la situation est très compliquée pour vous, puisque votre mari est parti voilà. depuis lundi. Voilà. Et vous disant qu'il avait rencontré une femme et qu'il ne souhaitait pas finalement assumer vos enfants et la famille que vous veniez de fonder. Et alors, ce qui est d'autant plus particulier, c'est que ces enfants arrivent après des années vous avez eu beaucoup de difficultés à avoir ces enfants, puisque je crois que vous avez eu après 4 ans de FIV. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est les données que j'avais sur ma fiche. Oui,
Oui, mais c'est tout à fait ça en résumé. Donc voilà, donc il m'a laissé un mot lundi. Il est parti lundi dans la matinée et je pensais qu'il allait travailler. Et en fait, voilà, il m'a laissé un mot comme quoi il me disait qu'il voulait plus assumer parce que pour lui c'était trop compliqué. Il m'a aussi fait part du fait que j'avais beaucoup changé et que ça lui convenait pas comme vie et qu'il préférait partir avec quelqu'un de plus jeune pour avoir une vie qui lui plaît. Donc je suis toute seule aujourd'hui avec mes deux petits. Et je suis désolée, je suis un peu émue, mais je comprends. c'est un peu compliqué pour moi. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire en fait parce que j'ai pas d'armes pour le retenir. J'aurais voulu qu'on s'explique, mais il veut pas. Il veut pas parce qu'il me dit qu'il a pas d'explication à me donner. Ce qui me fait le plus de peine en fait. C'est aussi que voilà, il a contribué à notre projet. C'est vrai qu'on a eu des difficultés à avoir nos bébés, donc je comprends pas vraiment sa réaction aujourd'hui. Je sais vraiment pas. Donc en fait, je suis toute seule. Voilà, je suis toute seule. J'habite je suis originaire de Nantes et donc là j'habite dans le Gard. J'habite à Nîmes et donc je connais pas beaucoup de monde ici. Oui, votre famille, vous voulez dire, vous n'avez pas votre famille auprès de vous? Non, j'ai personne. J'ai pas osé dire encore à ma mère qui était partie depuis lundi. À personne en fait parce que il y a un sentiment un petit peu de honte, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je sais pas. Je suis perdue. En même temps, je devrais être contente parce que voilà, ça fait longtemps que j'attendais ce moment. J'étais petite en bonne santé, voilà. Mais je n'y arrive pas parce que là, je suis perdue, vraiment. J'ai pas d'autre. Il y a de quoi être perdue, hein, Anne-Sophie. J'arrive pas à m'en C'est occuper, très. Bien sûr, c'est déjà très compliqué. Une naissance, vous êtes fatiguée, et puis c'est très bouleversant d'être quitté en de pareilles circonstances. Donc je pense qu'il serait important de pouvoir en parler. Enfin, tout dépend après les liens que vous avez avec votre famille ou peut-être avec des amis. Ça dépend, je parle de votre famille, ça dépend des liens que vous pouvez avoir, si ça peut être, si vous pouvez trouver un soutien, voyez, parce que ça serait important que vous soyez entouré là. J'en ai parlé à une amie qui habite à Paris. Elle va venir ce week-end pour me voir. Et j'ai pu en parler qu'à elle parce que c'est une amie proche. Oui, parce que là, vous ne craignez pas de jugement, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas... Ce qui vous arrive... En plus. C'est horrible d'avoir un sentiment comme ça. Ce qui vous arrive n'est pas honteux, c'est extrêmement douloureux, mais ce n'est pas honteux, c'est complexe. Il y a certainement des raisons très très complexes derrière cela, et vous en faites les frais directement, mais vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Quand votre mari vous dit vous avez changé, oui, bien sûr, entre-temps il y a des bébés qui sont arrivés, il y a 2 bébés qui sont arrivés. Oui. Hein, donc oui. c'est vrai qu'en plus on savait que ça allait être de l'énergie, mais c'est impressionnant le rythme au niveau des couches, des biberons, c'est assez intense. Bien sûr. Et puis ça fait, enfin, ils sont nés le 7 avril. Enfin, oui. Il faut, vous voyez, il y a tout un temps d'adaptation. Oui. Et il ne vous laisse même pas ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Bon, les choses, j'espère, peuvent
évoluer. Ça peut être un coup comment dire, chez lui, un coup de pression, une façon de... Peut-être qu'il a eu peur. Peut-être une peur, vous voyez, une angoisse tout d'un coup face à cette paternité qu'il ne se sent pas prêt à assumer. Je ne sais pas ce que ça réveille chez lui, au fond. Parce que c'est là où, par rapport à ce sentiment de honte, vous n'êtes en rien responsable. Il a aussi son histoire, hein, lui. Là. Oui. Il y a son histoire à lui qui est en jeu. C'est vrai que j'ai pas pensé à... Et là, vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire, il y a des choses de lui dans son rapport qu'il a eu en tant qu'enfant vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de à quoi ça le renvoie, cette paternité. Parce qu'il est même encore trop tôt pour dire que ça a changé quelque chose dans votre couple. Vous voyez, c'est pas comme si on en était à on va dire même, je sais pas, 6 mois, 6 mois, oui, 1 an de relation. Là, vos bébés sont nés le 7 avril. On est à la fin du mois d'avril. Donc dire que vous avez changé, enfin, vous êtes dans un ça fait 20 jours. Oui, 21 jours. Donc c'est plus lui où ça déclenche quelque chose, bon, qu'il n'arrive pas à gérer. Et il prend la fuite. C'est vrai. J'ai pas du tout vu. Et il ne peut même pas vous aborder. Il ne peut même pas en parler d'ailleurs. Depuis lundi, il s'est pas vu. Enfin, il m'a laissé une lettre. Après, il m'a envoyé des textos. Mais il n'a pas voulu même qu'on s'appelle. Donc, on se retrouve un petit peu. Déjà toute seule. Alors déjà à deux, c'était pas facile parce que moi, je sais pas comment on fait avec des bébés. Et puis là, toute seule avec les 2 petits, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. C'est difficile. Je sais pas en plus très bien m'en occuper encore. Et on va dire qu'on apprend à faire connaissance. C'est ce que m'avaient dit les sages-femmes à la sortie de la maternité, que ça prendrait du temps. Et c'est encore plus dur quand on est toute seule. Vous pouvez demander, vous savez, à la PMI, vous êtes dans vous habitez il y a une PMI là où vous habitez? Oui, j'habite à Nîmes, donc oui. Oh oui, alors vous pouvez vous rendre à la PMI et demander, il y a des auxiliaires puéricultrices qui peuvent venir même chez vous. Ah d'accord. Vous voyez, et puis qui peuvent vous aider, vous montrer les soins, même par rapport au bain, enfin, tous les soins quotidiens à donner à un nouveau-né. Vous expliquer, prendre le temps comme ça, des gestes, vous donner tout ce qui tous ces premiers soins finalement corporels comme ça, à donner au nouveau-né. D'accord, oui. Et elles se rendent à domicile. Oui. Vous pouvez tout à fait demander cela. Et d'autant plus, alors, je vous dis, vous auriez, ça peut se faire même en ayant un bébé, en disant, et avec des jumeaux, en disant, et quand bien même vous ne seriez pas dans une situation comme ça, c'est un service qui est proposé. D'accord. Et je me tournerai vers la PMI alors. Parce que c'est compliqué quand on est c'est la première fois avec un bébé, qu'on n'a pas forcément un entourage comme ça, des femmes autour de soi qui peuvent transmettre cette expérience. C'est normal de se sentir démuni. Et puis d'autant plus que surtout qu'en plus ils sont 2, alors ils pleurent en même temps, ils ont besoin des choses en même temps. Oui, bien sûr. En même temps, c'est épuisant. Oui. C'est vraiment pas facile. Alors, j'en ai même pas parlé à ma mère. Hein. Quelle relation vous avez, vous, avec votre mère? Je dirais... c'est un peu compliqué. Déjà, elle n'était pas trop... En fait, elle a quand même été très distante par rapport à nos démarches avec mon mari. Quand on a commencé notre... je dirais notre... ça s'appelle ça notre
notre route, mais c'est vrai parce que ça a été un long chemin. Oui. Donc elle n'était pas trop pour parce que bon, j'ai quand même eu des traitements. Donc bon, elle était un petit peu réticente. Donc elle est venue après à la naissance des petits. Oui. Elle est restée un petit peu à la maison au début. Mais en fait, on est quand même resté 10 jours à la maternité. Puisque bon, ils sont nés prématurément, donc ils ont été observés. Et ensuite, on est rentré. Donc, elle est venue un petit peu. Elle m'a aidée, elle m'a beaucoup aidée. Mais elle est un peu démunie face à toutes ces technologies par rapport aux fécondations in vitro. Donc, notre relation qu'on pouvait avoir avant, elle s'est un petit peu faussée par rapport à ça, parce qu'on a trouvé que c'était un petit peu de l'acharnement vu que ça a duré 4 ans. Donc elle est un peu réticente et donc elle pensait que elle pense que je dois assumer maintenant ce que j'ai voulu en quelque sorte. C'est le message qu'elle m'a fait passer quand elle est venue. Alors c'est pour ça que j'ose pas lui dire que... oui, je comprends vos réticences. Oui, je comprends. Vous avez peur que ça se retourne contre vous, finalement. Alors qu'au contraire, on pourrait y voir, là où elle voit de l'acharnement, que vous avez... c'est un véritable parcours du combattant. C'est vrai, hein, le parcours des personnes qui, comme vous, ont recours au FIV, et que quand on le dit et quand on l'explique aux enfants plus tard, ils peuvent au contraire être fiers de se dire d'avoir été tellement désirés pour avoir fait que leurs parents aient fait ce véritable parcours. Et en même temps, c'est vrai que pour les couples, ces techniques médicales sont très invasives, très intrusives sur le corps des femmes, déjà. C'est lourd, les traitements. Et c'est vrai par rapport au couple. Le couple peut être mis à mal. Oui, c'est vrai qu'on a eu ça a été difficile. Et en plus, c'est vrai que moi, au bout d'un an, enfin même 2 ans, j'avais fait part à mon mari du fait que je me suis dit on aurait pu se tourner vers l'adoption. Il voulait absolument pas, il voulait que je puisse porter les enfants. Donc il a quand même été assez investi dans le projet. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il me reproche des choses. Je pense que vous avez raison dans le sens où il doit fuir, je pense qu'il a eu peur, je sais, mais c'est vrai qu'on a été démunis tous les deux. En plus, c'est vrai que j'ai pas mal pleuré parce que j'y arrive pas. Il pleure beaucoup. Il pleure pas la nuit, chez moi cet avantage, mais la journée, il passe sur pas pleurer. Je suis allée me promener un petit peu tout à l'heure. Ils ont pleuré pendant 1 heure tous les deux, je savais pas quoi faire. Au parc, j'avais honte parce que j'arrive même pas, même si je les prends dans mes bras, ils pleurent. J'y arrive pas. On n'y arrivait pas. Oui, vous sentez, c'est ça, ça vous angoisse un peu quand ils pleurent comme ça, ou qu'est-ce que vous ressentez? Oui, c'est angoissant, surtout quand on est au parc et qu'on voit des mamans avec des enfants qui ne pleurent pas. Ou quand ils pleurent et qu'ils sont dans les bras, ils arrêtent. Moi, j'en ai 2. J'en prends un dans les bras, il pleure quand même. Je le repose, il pleure. Je lui donne à manger, il pleure. Donc il arrête de pleurer quand il commence à faire nuit. Sinon, toute la journée, il pleure. Oui, mais il faut qu'il se calme un peu, qu'il se cadre un peu. Oui, finalement, il y a un rythme à trouver. À la maternité, ils étaient pas comme ça. Mais là, depuis qu'on est rentré, ils pleurent. Ils font que ça. Oui, donc ça vous stresse. Vous avez l'impression que vous ne savez pas encore comment les apaiser, comment les... Même quand mon mari était là, tous les deux, on n'y arrivait pas. Ils pleuraient tout le temps. Ils se stimulent en plus, à 2. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est ce qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que quand il y en a un qui pleure, et oui, forcément, les pleurs de l'un peuvent déclencher les pleurs de l'autre aussi. Il peut y avoir. Alors quand vous dites honte, c'est ça, c'est-à-dire que en comparaison par rapport aux autres, mais les autres parents n'avaient pas forcément des nouveau-nés. Et puis ça veut pas dire que vous ne savez pas bien faire. Il faut trouver un temps d'adaptation avec vos bébés aussi, Anne-Sophie. Mais ça a dû créer un climat de stress, de fatigue et de tension.
entre vous aussi. C'est-à-dire que, au fond, ce que vous décrivez, vous êtes fatigué et le retour à la maison, c'est au fond comme si les bébés pleuraient tout le temps. Donc comme si vous avez été débordé. Alors vous vous dites je peux pas laisser mes bébés. Et c'est comme si votre mari, lui, s'est dit ça va être l'enfer si c'est comme ça, et il s'en va. Alors que ça va pas rester comme ça. Vos bébés, ils vont pas pleurer tout le temps. C'est-à-dire que il y a un temps d'adaptation, parce que vous allez aussi apprendre, vous allez voir, à décoder. Au départ, il pleure. Dans ses pleurs, vous n'entendez que des pleurs. Vous n'arrivez pas encore à décoder ce qu'il y a. Et puis petit à petit, vous allez apprendre à décoder des pleurs de faim, des pleurs où parce que effectivement c'est peut-être besoin d'être pris dans les bras, des pleurs parce que il a besoin de trouver son sommeil. Mais ça prend un petit peu de temps, ça. Ça vient pas du jour au lendemain. Parce qu'il faut, c'est une façon il faut que vous fassiez connaissance. Et le problème, c'est que là, vous auriez besoin avant tout qu'on s'occupe un peu de vous. Et c'est le rôle normalement du père. C'est pas pour rien aussi qu'on donne un congé paternité. C'est que dans les premiers temps, il est court, mais les mères, quand elles rentrent à la maison, elles auraient avant tout besoin qu'on s'occupe d'elles pour pouvoir s'occuper de leur bébé. Parce que les mères, elles sont fatiguées quand elles rentrent. Et dans beaucoup de sociétés qu'on dit primitives, et qui le sont beaucoup moins finalement que nous qui expédions les mères. Maintenant, elles accouchent et 2 jours après, elles sont sorties de la maternité et on les laisse se débrouiller avec leur bébé, alors que parfois elles n'ont pas un entourage autour d'elles. Eh bien, la mère est fêtée, choyée, on lui apporte de la nourriture, elle est entourée et on s'occupe du bébé. Elle n'a pas à s'en occuper dans les premiers temps, parce qu'on sait qu'elle a besoin de se remettre. Alors que de plus en plus dans nos sociétés, on retrouve des femmes qui se retrouvent chez elles, livrées à elles-mêmes avec des bébés, et dans un état de grand désarroi. C'est exactement tout ce mais que oui, vous décrivez, c'est exactement ce que je ressens en fait. Mais c'est pour ça que je pense, vous voyez, vous pouvez aller à la PMI. Vous allez trouver, vous allez trouver du soutien. Déjà avec les auxiliaires puéricultrices, les puéricultrices, qui vont, pas les auxiliaires, les puéricultrices qui vont déjà un peu dans les soins, vous aider, prendre un relais. Vous pourrez voir aussi avec, il y a les psychologues, il y a des psychologues dans les centres de PMI qui pourront un peu, avec qui vous pourrez parler, un peu comme vous le faites là. Oui. Et c'est important que vous soyez soutenu. Alors c'est vrai que ça serait bien que vous ayez un entourage, cet ami qui vient vous voir, amical, que vous ayez un entourage un peu doux, bienveillant. C'est vrai que j'ai envie de dire, si votre mère vient, si elle pouvait être auprès de vous, mais pour vous soutenir, pas pour vous dire, je t'avais bien dit qu'il fallait pas t'acharner avec cette fille, parce que, vous voyez, maintenant, il faut être là pour vous soutenir. Les bébés sont auprès de vous. Bon, sachant que votre mari, il a pu être débordé, craqué, et il peut revenir. Mais je pense que il ne faut pas vous accabler, vous, en disant qu'est-ce que j'ai fait. Je pense qu'il a son histoire à lui, d'enfant d'homme, qui fait qu'il y a quelque chose de sa paternité vis-à-vis là où il est débordé, qui n'arrive pas à assumer. Mais bon, dans les faits, c'est vous qui prenez tout ça de plein fouet. Je crois qu'il y a Gabriel qui est avec nous au 39-21. Je vous propose qu'on l'accueille, Anne-Sophie. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Gabriel. Mesdames. Oui, bonsoir mesdames. Moi, je prends la parole parce que ça m'a interpellé, parce que moi je suis papa de 2 jumeaux, d'un garçon et d'une fille, et en fait je vois que la jeune dame, j'ai pas retenu le prénom parce que Anne-Sophie culpabilise. Elle n'a pas à culpabiliser. Son conjoint a refusé son rôle d'époux parce qu'il a sûrement eu peur de jouer un rôle de père qu'il ne se sentait pas apte à faire. Parce que tout cela, c'est une préparation aussi psychologique.
On ne devient pas père du jour au lendemain. Bien sûr. Moi, j'ai 2 jumeaux, j'ai une grande fille. Quand j'ai appris qu'on allait avoir 2 jumeaux, eh ben, j'ai bondi de joie, j'étais content. Mais c'est vrai que ça fait un choc. Donc ensuite, je trouve qu'elle a tort de se démarquer de sa famille. Elle devrait plutôt en parler à sa famille, parce que l'encadrement familial est très important. Et je pense pas que sa mère la rejettera. C'est-à-dire que oui, bien sûr que ça, c'est important qu'il y ait un soutien familial. Alors, c'est pour ça que je demandais à Anne-Sophie quelle relation elle avait avec sa mère. Je comprends la réticence d'Anne-Sophie dans la mesure où, au fond, la mère d'Anne-Sophie était un peu n'a pas été tellement d'un soutien par rapport aux démarches qu'elle a pu faire dans la FIV, par rapport à ses démarches concernant la FIV. Donc peut-être que Anne-Sophie craint maintenant que sa mère lui dise je t'avais bien dit qu'il fallait pas s'acharner. Auquel cas, vous voyez, si c'est pour s'entendre dire des reproches, c'est pas la peine. Mieux s'entendre dire des reproches, des vérités, que taire et puis sortir des vérités par la suite. Là, je suis pas d'accord, parce qu'en ce moment, je crois qu'elle a vraiment besoin de soutien et pas qu'on lui enfonce un peu plus la tête sous l'eau. Non, mais je pense pas qu'elle lui enfoncera la tête sous l'eau. Vous savez, quand les choses sont claires dans une famille... Oui, mais la famille, moi je pense, si vous voulez, je pense bien sûr que la famille peut être un point d'appui, un point d'ancrage, mais pas toujours. Il y a des familles où malheureusement on ne trouve pas toujours le soutien qu'on espérerait. On le trouve parfois plus auprès d'amis et de personnes extérieures. C'est vrai qu'on choisit ses amis et rarement sa famille, quoi. Mais c'est vrai que la famille peut être parfois, on peut trouver, mais surtout dans des moments comme ça, ou dans ce passage de relais de la maternité, bien sûr que si on a la chance d'avoir une mère qui elle-même peut être aidante et peut transmettre, et c'est formidable, mais c'est peut-être pas toujours le cas. De toute façon, Anne-Sophie, si vous n'allez pas vous n'allez pas le cacher, le dissimuler encore longtemps, parce que si votre mari part, il n'y a pas de raison. Je vous le dis, il n'y a pas à avoir honte. Il faudra pouvoir le dire à un moment. Excusez-moi, je vous coupe la parole, mais son mari, il est parti, puisqu'il est parti. Ce que j'en ai déduit, c'est qu'il est parti avec une autre dame. Voilà, c'est ça. D'après ce qu'il m'a dit dans son message. Donc, il a même pas fui son rôle de père. Il est parti pour vivre une autre chose. Une autre histoire, en effet. Une autre histoire ou une autre aventure. Oui, ou aventure, je sais pas. Mais c'est vrai qu'avant d'annoncer quoi que ce soit, j'aurais voulu qu'on discute. Même si qu'on se sépare, même si on doit divorcer, au moins qu'on parle. On ne sait pas trop où on en est encore, Gabrielle. Ça date de lundi, donc on ne va pas trop. On est jeudi, donc n'anticipons pas trop. En tout cas, merci de votre réaction, Gabrielle, et je comprends qu'en tant qu'homme, évidemment, vous réagissiez sur ce point-là. Merci beaucoup de votre appel. Avant d'accueillir une autre Anne-Sophie également, je vais vous lire, j'ai beaucoup de réactions qui arrivent pour vous. Il y a Dan qui dit: ma nièce a eu des jumeaux, ils pleuraient beaucoup, elle a décidé de les coucher ensemble, côte à côte, presque collés l'un à l'autre, cela les a beaucoup calmés, ils ont moins pleuré. Est-ce que c'est le cas pour vous? Depuis il y a pas longtemps, depuis le 20 avril, on les a mis dans le même lit. Ils n'étaient pas ensemble. Vous les aviez séparés. Au début, ils sont dans la même chambre, mais au début, les lits étaient séparés. Ah oui, mais il vaut mieux les mettre dans le même lit, des petits jumeaux. Donc ils sont maintenant, Lola et Ethan, ils sont tous les deux dans le même lit. Donc la nuit, ça va. Oui, mais si vous voulez, ils sortent de votre ventre et ils étaient vraiment totalement collés l'un à l'autre, en fusion. Enfin, même si, dans des, ils sont différents. C'est un garçon et une petite fille, mais enfin, ils suivaient complètement les mouvements. Ils étaient ensemble et tout d'un coup, il y a déjà la séparation de la naissance, séparés dans des lits différents. Donc Dan a raison, ça peut beaucoup les apaiser. Il
Alors il y a Ivy, j'ai des personnes, il y a Evelyne aussi qui dit j'ai entendu que vous habitiez Nîmes. Je peux, si vous le souhaitez, vous aider une fois par semaine si vous êtes d'accord. Qu'on vous communique mon adresse mail. Je vous précise qu'on n'a pas votre adresse mail qui apparaît lorsque vous nous envoyez un mail. Hein. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais il faut dans ces cas-là que vous l'indiquiez vraiment sur le mail parce qu'elle n'apparaît pas automatiquement, votre adresse mail. Je le dis à l'attention d'Ivy, je le dis à l'attention d'Evelyne qui dit je suis moi-même maman de jumeaux de 10 mois, nés très prématurés. Si cette jeune maman souhaite un soutien, des conseils, elle peut me contacter par email, mais nous ne l'avons pas. Béatrice dit j'ai eu des jumeaux en octobre. La caisse d'allocation familiale propose des heures d'aide à domicile pour les naissances multiples. Et puis il y a également alors effectivement il y a quelqu'un qui parle de la maison verte de Françoise Dolto, mais il y en a pas partout. Je ne sais pas si à Nîmes il y en a les maisons vertes. C'est quand même qu'il y en a à Paris. Oui, mais c'est pas pour les si petits, hein, c'est pour les enfants qui commencent. Oui. En général, c'est quand même un peu pour les enfants un peu plus grands, hein, les maisons vertes. C'est pour la socialisation avec les autres enfants. On va accueillir également Anne-Sophie qui est avec nous au 3921. Bonsoir. Bonsoir. Quand deux Anne-Sophie se rencontrent et qu'elles ont eu des jumeaux parfives, que se disent-elles ? Ouais, c'est pour ça que je voulais appeler. Je vous écoute souvent, mais c'est vrai que j'ai jamais sauté le pas. Et là, je me suis dit, alors d'abord, elle s'appelle Anne-Sophie, et en plus, elle a eu des jumeaux. Donc vous ne pouviez pas ne pas appeler. Voilà, je pouvais pas appeler. Moi, ce que je voulais dire, déjà, je voulais lui conseiller. Déjà, il existe une association qui s'appelle Jumeaux et Plus. Et ils sont sur Nîmes aussi. Je le sais puisque j'ai une amie qui est sur Nîmes et qui a eu 2 fois des jumeaux, elle par contre, pour le coup, dans la même année. Donc ils sont sur Nîmes aussi. Et c'est vrai que déjà, elle pourra avoir du soutien au moins téléphonique. Au moins, après, ça peut être même du soutien matériel. C'est-à-dire, entre autres, près de poussettes, près de le parc, enfin des choses comme ça. Donc déjà, ça peut être intéressant. Donc ils ont un site internet, hein. De toute façon j'étais en train de regarder avec les coordonnées de chaque association départementale. Donc ça c'est la première chose. Et puis après dire qu'il faut absolument, c'est ce que disait une de vos auditrices qui a écrit, la CAF donne. On a droit à des heures quand on a des jumeaux, des heures d'aide, et ça c'est quand même intéressant aussi. Donc, parce que, je veux dire, il faut absolument qu'elle se fasse aider, quoi. Alors en plus, si là, elle est toute seule pour le moment, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Oui, non, mais deux enfants. Je suis d'accord avec vous. Les premiers. Moi, on m'avait dit les 3 premières semaines, les 3 premiers mois, les 3 premières années. Clairement, les 3 premières semaines, là, elle est en plein dedans, hein. Oui. Et après, il y a les 3 premiers mois, quoi. Donc. Clairement, moi j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir. Moi j'étais dans la ville où mes parents habitent et on a déménagé depuis, mais c'est vrai que heureusement que moi j'avais ma mère qui venait quasiment tous les jours à la maison parce que je sais pas comment j'aurais fait autrement, quoi. Je veux dire, donc il faut absolument qu'elle se fasse aider, quoi. Ah oui, non, mais c'est une nécessité parce que c'est entre entre l'organisation que cela suppose. Hein, vous le dites, tout est multiplié par 2 entre que ce soit les biberons, les couches, la fatigue, et puis outre ce que vous êtes en train de vivre et de traverser, vous avez vraiment besoin d'une aide très concrète et puis d'être entouré et d'être soutenu. Et puis il faut prendre toutes les aides. Je ne sais pas si Anne-Sophie, vous avez des amis, même ne serait-ce que des amis, s'il y a des amis qui veulent passer, quoi que ce soit, s'ils disent, s'ils passent, ils viennent pour aider, quoi. C'est-à-dire que s'il y en a un qui passe, il faut qu'il passe avec un peu à manger. S'il y en a un qui passe, mais faire un peu c'était pas vraiment ça en fait. Donc j'ai un peu mis. J'ai un petit peu dit stop assez. Oui, voilà. Dans ces cas-là, il faut dire stop. Parce que ils sont venus, donc dès que déjà on est rentré le 17 avril,
Le jour de mon anniversaire, c'est original. Voilà. Donc ils avaient juste 10 jours et à partir du 17, les visites ont commencé. Donc c'était les amis de mon mari qui sont venus boire des apéritifs et toutes les choses qu'on peut faire habituellement, sauf qu'avec des petits, c'est pas possible. Donc j'ai dit stop. Donc déjà c'est vrai qu'il a pas trop aimé que je mette un petit peu de distance, mais bon, j'aime beaucoup nos amis, mais c'était dur de trouver nos marques. Vous avez eu raison. Donc là, c'est vrai que finalement, je suis toute seule, quoi. Puis en plus, je pense que mon mari doit être chez un ami, chez un collègue de travail que je connais. Je le soupçonne d'être là-bas, je pense. Et donc, je pense qu'il a dû dire que c'était la pagaille à la maison, et c'est vrai. C'est vrai que chez moi, mais c'est normal, mais c'est normal. Ça, la pagaille, mais attendez, mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Oui, allez, pardonnez-moi. Allez-y. Un jour, mon mari avoir dit, parce qu'on s'était un peu accroché, me dire, mais on peut pas faire que ça. Et je lui ai répondu, mais on fait que ça. Mais oui. Je veux dire, il y a un moment où, alors pour peu, je sais pas comment ils sont là, mais il y a un moment pour réussir à les caler, parce que ça, ce qui est hyper important aussi, c'est que vous arriviez à les caler en même temps. Parce qu'alors après, il y a le truc de, s'ils sont décalés, c'est fini. C'est-à-dire que on arrête avec un, on attaque avec l'autre. Donc il faut réussir à les recaler. Et si le moment où ils sont pas calés, on fait que ça. On fait que ça. Parce que comme c'est toutes les 2 ou 3 heures, on fait que ça. Donc c'est pour ça que je dis, alors déjà je pense que vous avez fait une bonne chose en supprimant, moi on m'avait dit supprimer les nocifs, mais voilà, supprimer tout ce qui c'est peut-être un peu fort le truc des gens nocifs, mais en tout cas supprimer les gens qui sont pas là pour donner de l'aide, et c'est vrai qu'il faut accepter toutes les aides. C'est-à-dire qu'il faut, oui, c'est ça, les gens s'ils viennent, c'est pour donner un coup de main, c'est pour ça que je disais contacter la CAF ou contacter la PMI, parce que moi je sais que j'avais droit à quelques heures, c'était pas énorme. Et vous pouvez redonner l'association dont vous avez parlé? Jumeaux et plus. Je suis en train de regarder, je suis sur le Jumeaux site, et plus. trouver le. D'accord. Je vais vous donner le numéro, même à la limite de l'association directement là de Nîmes. Mais d'accord. Ouais, à Nîmes, il y en a en plus. À Nîmes, il y en a, d'accord. Donc à Nîmes, il y en a. Alors attends, non, c'est le Gard. Oui, c'est le Gard. Non, c'est pas le Gard. Non, mais enfin, en tout cas, voilà, non, parce qu'on n'avait pas bien entendu le nom de l'association, c'est pour ça. D'accord. En tout cas, j'ai noté. Merci beaucoup. Donc là, au moins par téléphone, pourront vous donner au moins de l'aide par téléphone, ne serait-ce que déjà un soutien, c'est-à-dire au moins déjà vous donner un soutien, vous donner des conseils, etc. Ça peut déjà être ça. Après, ça permet de se mettre en relation aussi avec d'autres mamans. Parce que bon, peut-être qu'il n'y en a pas, il n'y a peut-être pas d'association à Nîmes même. Enfin, je veux dire, le bureau est peut-être pas à Nîmes même. Mais après, de toute façon, des mamans de jumeaux, il y en a partout, quoi. Donc après, ça peut au moins être une aide aussi, ça. D'en connaître d'autres, de parler avec d'autres mamans et d'échanger, de s'échanger, ne serait-ce que des trucs ou des choses comme ça. Enfin moi ça m'avait énormément aidé, quoi. Enfin je veux dire le truc de les caler en même temps, le truc de les faire dormir ensemble, ça c'est une évidence. Ça aussi c'est une évidence, mais après il y a plein de trucs, enfin je veux dire des trucs tout bêtes quand ils vont être un peu plus grands, on apprend très vite à les caler pour qu'ils prennent le biberon tout seuls. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça, des choses qu'une maman qui n'en a qu'un n'a pas la même, enfin c'est pas les mêmes choses, quoi. Je veux dire, il y a des choses qu'on est obligé de faire quand on a des jumeaux que peut-être une maman ne fait pas quand elle en a un et après l'autre, quoi. Alors j'ai les coordonnées de Jumeaux et plus, donc là c'est à Paris, mais on vous donnera les antennes effectivement dans votre région. C'est le 01 44 53 06 03 01 44 53 06 03. Voilà, donc déjà ça. Et puis il y a Mimi également qui a appelé le 39 21, qui est psychologue en PMI, et qui dit que vous pouvez effectivement voir une travailleuse familiale, voir les puéricultrices, que c'est gratuit et que là vous pourrez également trouver une aide, être rassuré. Donc bon. Si je peux, enfin je sais pas si je peux le donner, mais j'ai le numéro de l'association du Gard. Donc, mais c'est pas à Nîmes, c'est à Millau, la dame qui s'en occupe. Et j'ai le numéro de téléphone. Alors après, je sais pas si
si vous voulez que je le donne. Vous le donnerez, à ce moment-là, vous le donnerez hors antenne, oui, vous le donnerez hors antenne à Anne-Sophie. Après, ils ont un site internet de toute façon pour les. Elle a une adresse mail, je donnerai les deux, comme ça elle pourra au pire envoyer un mail. Anne-Sophie, vous pourrez envoyer un mail directement à la dame. Mais après, c'est vrai que pour l'autre partie, il y a la partie les enfants, les jumeaux, et après il y a la partie le papa oui. qui est parti. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est quand même un gros bouleversement, et peut-être, alors, je vais pas dire, je sais pas parce que je suis pas un homme, donc je peux pas dire si c'est plus pour un homme, mais je pense que peut-être, une femme, on les porte, les enfants, et peut-être je vais pas dire qu'on s'y prépare plus, mais c'est peut-être quelque chose qu'on est obligé de vivre en fait, alors que peut-être les hommes ont peut-être plus de mal à le vivre aussi. Donc c'est, il y a peut-être ça aussi, quoi. Puis il y a le côté bouleversement qui est, que moi j'ai souvent ressenti, qui est pas toujours facile, quoi. Le truc, oui, mais la vie est pas pareille. Ça, je l'ai souvent entendu, moi. Bah oui, c'est sûr, la vie est pas pareille. Ça, c'est. Oui. Donc après, il faut peut-être un peu de temps pour oui, c'est pour ça que rien n'est. C'est vrai que les débuts sont quand même. Rien n'est forcément. Il y a quelque chose, dans ce départ. Il faut le aussi, mais c'est vrai que là, il faut vraiment s'entourer. Il faut. Vous avez besoin pour le moment d'être entouré de personnes bienveillantes, de soutien qui peuvent, bienveillantes pour vous. Ils vont pas donner des Et que vous puissiez vous dire surtout qu'il n'y a pas de honte à avoir par rapport à cette situation, parce que je vous dis, c'est pas tant vous qui êtes en jeu. Il y a aussi toute l'histoire de votre mari, et puis en même temps, c'est vrai que l'enfant, l'arrivée d'un enfant, ça peut être un problème, je vais mettre entre guillemets, aussi pour le couple. C'est pas un hasard si certains couples qui tiennent à leur couple hésitent beaucoup à avoir un enfant. Parce que on ne le répétera jamais assez, l'enfant, c'est pas le garant de la pérennité du couple. Il y a des couples parfois qui se disent, en ayant un enfant, notre couple va tenir. Non, un enfant, c'est avant tout, c'est une histoire familiale, c'est pas une histoire de couple. Alors, ça peut faire remonter des choses à la surface assez compliquées, assez complexes. Alors maintenant, vous, il faut que vous preniez soin de vous avant tout, que vous soyez entouré de gens qui prennent soin de vous, Anne-Sophie, parce que ce que vous vivez est extrêmement lourd, extrêmement difficile, et que vous ayez des gens qui puissent vous aider, vous accompagner et vous aider à traverser ces moments difficiles pour que vous puissiez vous occuper de vos bébés. Voyez ? Parce que vous avez besoin aussi que l'on s'occupe de vous actuellement. Qu'on soit à vos côtés. Vous voyez, pour que, vous savez, les petits bébés, c'est aussi un peu des éponges, donc ils peuvent ressentir des choses. Si vous êtes extrêmement anxieuse et vous avez des raisons de l'être, fatiguée, tout ça, ça passe. Quand vous êtes tendu, toute votre tension, elle passe aussi. Donc vous avez besoin aussi d'être entouré de personnes, comme vous le disiez Anne-Sophie, qui vont être bienveillantes, qui vont aussi savoir un peu vous relayer et vous faciliter un peu les choses. Vous soulager un peu, pour que vous puissiez un peu vous reposer et vous reposer un petit peu. Ne serait-ce que pouvoir prendre une heure pour... vous aérer, vous respirer un petit peu, une heure pour vous, une heure pour prendre une douche, voilà. Trouvez un petit peu de temps pour vous. D'accord. Voilà. Et puis la relation, elle va s'installer avec vos bébés. Il ne faut pas vous inquiéter, il faut vous donner un petit peu de temps là. Ils sont deux. Là aussi, je vous entendais tout à l'heure le dire, Caroline, mais c'est vrai aussi, ils sont deux. Donc de toute façon, ils seront toujours deux. Donc je veux dire, il y a aussi, même si maman est pas super prévenante ou super présente, ou pas, ils sont ensemble. Donc vous allez le voir, ils arrivent même à se calmer ensemble. Alors ils arrivent à s'énerver ensemble. Oui, surtout. Voilà, les pleurs du soir à deux, c'est sympa aussi, mais ils arrivent aussi à se calmer ensemble. Et donc ça, c'est hyper important, c'est aussi une force, quoi. Donc
Alors je répète en tout cas à ceux qui voulaient transmettre leur mail à Anne-Sophie, donc on n'a pas vos adresses e-mail sur lorsque vous nous envoyez un mail, hein, si vous le souhaitez, il faut vraiment nous la communiquer. En même temps, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous pour répondre à des mails, hein, parce que c'est un peu compliqué. Je serais peut-être plus téléphone d'ailleurs si Anne-Sophie pouvait, elle était d'accord pour échanger. Je comprends. Mais je comprends parce que j'imagine que vous avez, c'est ça, avec déjà un bébé, c'est parfois difficile de trouver le temps entre les biberons qui reviennent toutes les 3 heures, de trouver le temps parfois de prendre une douche, il faut en toute vitesse. Ouais, bon, donc avec deux, donc aller se mettre sur un ordi, envoyer des mails, répondre aux mails, je crois que bon. C'est vraiment, enfin. Non, mais je comprends. Oui, je comprends. Une démarche. Oui. Non, il faut pas vous surcharger dans votre quotidien. Écoutez, si Anne-Sophie veut bien échanger hors antenne, c'est bien volontiers parce qu'on sent que c'est du vécu et que vous avez apporté beaucoup de réconfort à Anne-Sophie. C'est énorme. Merci beaucoup Anne-Sophie. Quelques messages parce qu'il y a beaucoup de messages de soutien hein, pour vous évidemment. Il y a Isa qui dit qui vous envoie vraiment toutes ses amitiés. Elle aussi disait de vous renseigner à la CAF. Ça a été dit. Karima qui dit cette maman a beaucoup de courage de parler de tout ce qu'elle vit ce soir, qu'elle n'hésite pas à s'adresser à son médecin et à la PMI du secteur. Lali qui dit allez, vos bébés dans quelque temps vont être vos rayons de soleil, même si pour le moment bien sûr que c'est un peu lourd et contraignant. Faites-vous aider. Lali qui vous embrasse très fort. Sergio aussi qui vous envoie plein de baisers chaleureux. J'espère que vous nous rappellerez pour nous donner de vos nouvelles, Anne-Sophie, pour nous dire un petit peu. Vu que votre émission c'est la nuit, ce sera parfait, donc ce sera avec plaisir. La nuit, vous êtes un petit peu plus tranquille. C'est ça. Il vous laisse tranquille la nuit, donc bon. En même temps, vous avez besoin de repos aussi. Hein, donc il faut profiter de dormir pendant qu'il dorme. Hein. Je vais en profiter un petit peu. Oui, quand il dorme, il faut dormir. Hein. Il faut vraiment vous caler comme ça pour récupérer. Il y a Babou, le loup, qui dit « Mon compagnon est parti au cours du 4e mois de grossesse. J'ai su que j'attendais des jumelles à 6 mois de grossesse. Je les ai élevées seules jusqu'à 7 ans, âge auquel leur papa nous a rejoints. Nous nous sommes mariés quand elles ont eu 18 ans, de façon à ce qu'elles soient nos témoins. » Donc, finalement, tout peut arriver. Courage, Anne-Sophie, avoir des jumeaux, c'est merveilleux. Quelle histoire. Oui, c'est assez incroyable, cette histoire. C'est pas grand, quoi. Ah oui, mais vous savez, bon, gardons-nous de juger trop vite. Même si, ce que vous vivez est très, très éprouvant, faites-vous entourer le plus possible, hein, vraiment. On vous embrasse très fort, vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Anne-Sophie. Merci beaucoup de vos conseils également. Vraiment. L'autre Anne-Sophie. Au revoir. Merci beaucoup Caroline. Merci. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Et on accueille tout de suite Pierre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Caroline, merci de prendre mon appel. J'espère que vous allez pouvoir un peu m'éclairer ou peut-être je l'espère. Certains auditeurs. Donc voilà, j'ai 53 ans, je suis séparé depuis 10 ans maintenant et je viens donc de subir une rupture amoureuse il y a une quinzaine de jours. J'ai envie de dire une nouvelle rupture amoureuse. Voilà, qui fait écho avec d'autres justement sur disons un peu les raisons, enfin si tant est que j'ai pu en obtenir. Voilà, pour en quelques mots, c'est une personne que j'ai rencontrée hier par un site internet. C'était la première fois que je me mettais sur un site internet et au moment à la fin de l'abonnement que je ne souhaitais pas spécialement renouveler, la veille d'ailleurs. Et bien voilà, et pour elle également, on s'est croisés. Et donc on a pas mal discuté, chaté, comme on dit, pendant 15 jours, 3 semaines. On s'est rencontrés et puis voilà, la relation s'est nouée de façon très naturelle, très simple,
très joli. Alors je le dis à mon niveau, mais c'est aussi à son niveau aussi qu'elle le disait. Et assez naturellement, on a commencé à passer des week-ends. Elle m'a introduit dans sa famille auprès de ses enfants et réciproquement. Voilà. Sachant qu'on avait 70 km de distance. Donc voilà, avec des horaires, surtout les siens assez irréguliers. Donc on aménageait tranquillement nos rencontres. Et donc tout ça s'est passé, j'ai envie de dire avec un mot entre guillemets, mais pour moi, un peu idyllique par rapport à mon parcours, on va dire, et à les dernières rencontres que j'avais connues. Et puis, voilà, il y a eu une alerte le 4 janvier, parce qu'on avait passé les fêtes de fin d'année ensemble avec les enfants. Et pourquoi? Que s'est-il passé Et le 4 janvier, oui. Le 3 janvier, elle m'envoyait un mail pour dire qu'elle était très heureuse notamment des fêtes, enfin, et que l'année commençait bien. Et le 4, elle m'a envoyé un mail de rupture. Elle avait peur. Elle avait effectivement parlé précédemment du fait qu'on puisse peut-être se rapprocher tranquillement. Enfin voilà. Et là, elle prenait peur complètement en disant qu'elle avait 2 vies communes précédemment, et moi aussi d'ailleurs. Et donc, ça lui faisait très peur. Et c'est là qu'elle disait que j'étais quelqu'un de bien, de trop bien même pour elle. Alors, suite à ça, on a pris le temps d'échanger. Je lui dis mais qu'il n'y avait pas du tout le feu, que j'étais assez persuadé qu'effectivement, par rapport à notre parcours et peut-être nos âges aussi, on avait besoin de passer plusieurs étapes. Là, je souhaitais pas du tout brûler les étapes, justement, et je l'ai rassuré en lui disant, mais on va éprouver notre relation par d'autres moments comme ça, de week-end, voire de vacances, voilà. Et donc, on a recommencé. Je l'ai laissé un peu prendre du recul pendant 15 jours, 3 semaines, même 3 bonnes semaines, voilà. Même si on se parlait régulièrement sur Internet. Et puis voilà, on s'est à nouveau rencontrés. Et puis là, il y a 15 jours, c'est il y a 15 jours, donc, où elle vous a dit qu'elle souhaitait rompre. Voilà. Oui, de façon assez brutale même, d'ailleurs. Alors, on va continuer à en parler. Ce sera après le journal. Donc, ne raccrochez pas, Pierre. À tout de suite. Rejoignez sur Europe 1, cette émission est la vôtre, vous pouvez vous y exprimer en toute liberté, nous parler de vous, de votre vie en appelant le 39 21, réagir également à tout ce que vous entendez à l'antenne, à ce même numéro, nous envoyer vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit, ou vos courriels sur le site europe1.fr. Nous allons retrouver Pierre. Alors Pierre, vous venez de vous séparer il y a 15 jours d'une femme que vous avez rencontrée sur Internet après 8 mois de relation. Et finalement, vous laissiez comme ça, vous disiez en sous-entendu que vous retrouvez un peu un type de schéma un peu connu. Oui, tout à fait. Pour un peu plus loin dans cette relation-là, c'est vrai que au début du mois, on a passé une journée, enfin en l'occurrence à La Rochelle, et sans que je demande quoi que ce soit d'ailleurs, cette personne a été assez engageante sur l'avenir, parce que j'ai un projet professionnel dans quelques temps, et elle disait, mais j'aimerais bien
en fait te rejoindre et travailler avec toi. Bon voilà, et donc alors la décision 15 jours après est d'autant plus dure pour moi. Voilà, alors là... Mais de vous rejoindre, qu'entendait-elle par là? En fait, de venir travailler avec moi, en fait. Voilà, travailler avec moi. Et donc c'est un projet qui n'est pas concrétisé, qui le sera peut-être l'année prochaine, mais auquel je pense depuis très longtemps. Je lui en avais parlé l'année dernière, comme ça, je m'en souvenais plus trop d'ailleurs. Et lors de cette journée-là, extrêmement agréable, très proche, et elle avait dit, mais moi j'aimerais bien, elle a son travail elle-même, et donc elle me disait, bien, j'aimerais bien peut-être justement te rejoindre et travailler avec toi. Voilà, et 15 jours après, ça a été donc la rupture, là, que donc je subis l'onde de choc, on va dire. Voilà, et donc alors plusieurs questions me taraudent. Alors là présentement, c'est effectivement le fait puisque je l'ai resollicité par un mail et disons un appel, enfin un message oral, hein, et j'ai pas eu de réponse. Voilà, et donc évidemment c'est difficile, j'ai envie de laisser du temps, mais j'ai envie aussi de montrer posément que je suis présent dans toute, malgré cette décision-là qui est assez abrupte. Donc ça c'est effectivement cette question assez qui me taraude, de savoir si j'attends, je laisse du temps ou je la resollicite dans quelques temps comme j'aimerais. Par contre, effectivement, oui, ça fait écho avec mon histoire parce que, bon, j'ai évoqué en fait, bon, une enfance assez compliquée. D'ailleurs, elle aussi, c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles on s'est croisés. On a pas beaucoup, mais un peu échangé aussi sur nos enfances un peu réciproques. Et donc voilà, abandon, maltraitance, enfin bref. Donc moi j'ai beaucoup travaillé justement sur la notion de résilience là, et donc j'ai eu donc avant et après ma séparation avec la mère de mes enfants, donc et pendant ces 10 années j'ai rencontré quelques personnes dont 2 ont compté pour moi et dont une notamment m'a également un peu cité ces mots là qui sont douloureux pour moi parce que justement ce sont des mots assez paradoxaux dans le sens où même si j'ai un peu de mal à les dire, voilà, notre relation est très belle, t'es quelqu'un de bien, de vraiment très bien mais voilà quoi, pour cette personne précédente, et là ça résonne effectivement aussi chez moi, c'est que je me prétends pas spécialement différent des autres, je me sens tout à fait normal. Alors par contre, ce qui est vrai... oui, mais... oui. Non, mais cette personne-là, la dernière en l'occurrence, m'a envoyé des termes comme rassurant, sécurisant, attentionné. Bon, voilà, alors c'est vrai que lorsque on était séparés depuis 1 an et demi de sa vie commune précédente, qui avait duré 19 ans, elle m'avait dit que j'étais à 180 degrés de ce qu'elle avait connu. Voilà, enfin bon, c'est un état de fait, c'est comme ça. Et que ne serait-ce que de lui offrir un bouquet de fleurs, d'avoir des attentions qui pour moi me semblent toutes simples, toutes normales. Elle était toujours assez émue par ça. Voilà, et voilà, elle faisait un travail elle-même, personnel. Elle m'avait dit que notre relation la faisait aussi pas mal avancer en même temps. Oui, mais Pierre, vous savez que, enfin, peut-être pas, mais si elle-même a un parcours comme ça un peu abandonnique, elle pouvait à la fois apprécier immensément votre présence tendre, sécurisante, apaisante, et en même temps avoir une partie d'elle qui inconsciemment recherchait une part d'ombre, quelque chose de connu et de beaucoup plus insécurisant. Et donc, au fond, mettre un terme à cette relation que vous lui proposiez. On ne désire pas
on ne recherche pas toujours, on désire pas toujours notre bien. Vous avez déjà fait un travail sur vous-même et c'est ce qu'on apprend. Oui. Souvent, on analyse. Oui. C'est que malgré ce que l'on pense consciemment, on découvre que inconsciemment, on ne veut pas toujours notre bien. Oui, c'est vrai. Enfin, oui, évidemment, j'ai touché un peu à ça, mais c'est effectivement douloureux parce que moi, j'ai des convictions aussi sur le fait que on peut, ce que je lui avais expliqué aussi, on en avait parlé, sur le fait que ça n'empêchait pas de faire un travail personnel et qu'on puisse établir des passerelles justement pour une relation et aussi la nourrir parce que, bon voilà, on a une cinquantaine d'années avec peut-être des parcours justement chargés, difficiles et que justement elle disait que bon voilà, c'était moi aussi le fait de étonnamment de se rencontrer déjà sur internet et que les choses s'enclenchent aussi facilement et naturellement. Bon voilà, c'était aussi de laisser, la dernière fois que je l'ai vue, justement au cinéma, juste avant, elle m'a dit on va prendre du temps, on va se laisser du temps. Voilà, et donc j'étais un peu resté là-dessus. Et voilà. Oui, mais elle a peur de. C'est pas une question de temps, semble-t-il, ou en tout cas un temps de maturation. Et vous ne savez pas combien de temps ça peut prendre dans son évolution personnelle. Donc vous ne pouvez pas vous être tributaire de cela, Pierre. Hein. Vous voyez, quand vous dites, bien sûr que vous aimeriez poursuivre cette relation, mais quand vous dites, je vais me laisser du temps et puis la recontacter, enfin, c'est pas constructif pour vous, parce que déjà il y avait une première alerte quand même en janvier, et alerte au moment où vous songiez vous être dans quelque chose de plus construit, à vous rapprocher, à proposer quelque chose de l'ordre de l'engagement, et déjà à ce moment-là, elle vous mettait des barrières. Oui, c'est-à-dire qu'elle. Bon, donc. Elle l'avait évoqué aussi avant et elle l'a réévoqué en avril elle-même d'ailleurs. Donc elle n'est pas forcément prête à cela. Vous savez, on peut tenir un discours et au fond en avoir envie. On peut, elle pouvait être sincère, mais en même temps ne pas y parvenir, ne pas être prêt à y parvenir, ne pas y arriver. Donc, vous ne pouvez pas vous l'aider à cela. Vous le dites, vous êtes, oui, il y a eu cette osmose entre vous, mais en même temps, vous dites, c'est étonnant qu'il y ait une telle osmose, mais vous avez aussi une résonance liée à une enfance quand même très très traumatique l'un et l'autre. Ça unit ça. Ça unit, mais à un moment, ça peut être aussi être un point d'achoppement difficile. Oui, mais ça, enfin, dans le questionnement, bon, peut-être un peu réactif, je me disais aussi, mais est-ce que il n'y a que les gens qui ont eu une enfance à peu près, enfin pas, disons, on va dire moins douloureuse, qui peuvent arriver à construire des choses? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Bien sûr que non. C'est pas parce qu'on a eu une enfance compliquée, chaotique, difficile qu'on ne peut pas construire. Simplement, aller vers, parce qu'on a eu une enfance tortueuse, blessée, aller aussi, vous êtes finalement peut-être attiré vers des femmes qui ont elles-mêmes des choses à réparer de leur histoire. Et c'est là où le bas blesse. C'est ce que je pense. C'est peut-être ça qui est... Alors, vous me direz, on a tous plus ou moins, évidemment plus ou moins, hein, des choses un peu à réparer. Mais bon, là, vous me parlez quand même d'abandon, de maltraitance, c'est lourd. Hein.
Voilà, Oui, tout le monde, mais- heureusement, n'a pas ce parcours-là. Donc, c'est plus quand il y a trop de choses lourdes mises en commun. Donc, ça ne vous remet pas en question, vous, dans cette histoire. Donc, c'est pas quand vous mettez sur votre mail que 2 personnes vous ont quitté parce que vous êtes trop bien et que c'est insupportable à entendre ou à lire. Oui, parce que derrière ce trop bien, ça veut rien dire trop bien. Ou alors, trop bien par rapport à qui? Ça veut dire qu'au fond... ces personnes n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes. Et si elles n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes, comment peuvent-elles construire finalement une relation ? Vous allez toujours, vous, être en difficulté dans cette relation avec elles. Vous ne pouvez pas réparer leur estime d'elles-mêmes. Il n'y a qu'elles qui peuvent le faire. Oui, la relation d'amour peut aider à un moment, parce que quand on se sent aimé, quand il y a un regard aimant porté sur nous-mêmes, ça aide. Mais si ce regard aimant vient à manquer, et il peut manquer pour diverses raisons, cette estime de soi s'effrite. Donc il faut apprendre quand même à la construire. Et vous ne pouvez pas jouer ce rôle-là uniquement. Donc c'est pour ça que attention au rôle que vous vous donnez. C'est ce que je voulais quand même vous dire. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle avait hésité à me contacter parce que, bon, il y avait une certaine distance. Alors, donc, j'avais relativisé 70 km. Alors, je ne sais pas si ça vient en écho sur le fait que lorsqu'on était, justement, tous les moments qu'on a passés ensemble ont été des moments extrêmement beaux, enfin, voilà, et que, bon, voilà, on chattait quand même pas mal, mais elle avait des moments de doute. Entre ces moments-là, il y avait ces moments de doute. Mais oui. Voilà, et alors, bon, voilà, dans l'histoire de la question, de la relation que l'on nourrit de part et d'autre, c'est aussi pour ça que j'avais un peu compris que sans m'imposer et sans vouloir, justement, notamment m'habiter avec elle, je lui avais proposé de me rapprocher un peu, suffisamment pour qu'on puisse avoir une relation un peu plus soutenue. Mais on voit bien, moi j'entends en tout cas, enfin je sais pas, peut-être que vous l'entendez pas. Moi ce que j'entends, Pierre, c'est que quand même vous étiez plus en demande qu'elle était plus dans la réserve. Pas dans les moments où vous étiez ensemble, où elle devait apprécier votre compagnie, être bien avec vous, mais vous étiez très en demande, vous, de construction. Vous proposiez, vous initiez des choses. Elle était plus en retrait. Vous ne pouvez pas forcer la relation. Pas plus qu'aujourd'hui, face au fait qu'elle vous dise qu'elle souhaite mettre un terme à la relation. Bien sûr que vous pouvez relancer, mais si vous n'avez pas de réponse en face, que pouvez-vous faire si ce n'est faire avec sa décision ? Voyez, vous ne pouvez pas être, vous faites du mal à vous-même. Je trouve que c'est à vous-même que vous faites du mal dans cette histoire. Vous allez, finalement, vous me parlez d'abandon. Et vous vous mettez en situation à nouveau de subir cela. C'est-à-dire que, bon, cette femme, cela arrive, Pierre. Cette femme, vous l'avez rencontrée sur Internet, vous avez vécu 8 mois de relation, elle décide de mettre un terme à cette relation. Vous vous apprêtez, au fond, à relancer l'histoire et à vivre des choses difficiles, à vous mettre en situation presque maintenant de refus, de rejet de sa part. Vous lui envoyez un message, elle n'y répond pas, mais vous vous dites, je vais me mettre en position d'attente. Donc vraiment d'être dans une position où elle pourrait vous rejeter, enfin de raviver la blessure que vous ne connaissez que trop de l'abandon. Et là, vous vous faites du mal. Oui. Je pense que c'est raisonnablement, je suis assez d'accord avec vous. Après, quand les sentiments sont là, c'est un peu difficile. Mais oui, mais je sais bien que c'est une histoire de sentiments, mais dans cette histoire, vous revivez aussi des choses d'une autre histoire. Oui, donc, faites attention à vous aussi. Voyez, ces blessures de l'abandon, n'allez pas trop les réactiver, mais allez plutôt parler de cela. Oui, de toute façon, j'ai continuez à en parler, en tout cas. Oui, j'ai prévu, de toute façon, mais
voilà, même si j'ai à peu près compris, mais j'avais besoin, j'ai aussi quelque part besoin qu'on puisse en parler ensemble. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est violent parce que... Oui, une rupture est souvent violente quand il n'y a pas de... Mais la rupture, l'autre ne laisse pas forcément la possibilité d'échanger, de dire pourquoi. Et de toute façon, même s'il nous donnait les réponses, les raisons de sa rupture, elles ne nous satisfont au fond jamais. Oui, c'est vrai. Sur le moment. Hein, c'est vrai. Bon courage en tout cas, Pierre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Peter Gabriel et Kate Bush, Don't Give Up. Ça fait plaisir, ça vous fait plaisir d'entendre cette sublime chanson. Quelqu'un me dit Don't Give Up. Oui, ça veut dire ne renonce pas. On pourrait l'entendre, ça pourrait être l'indicatif de cette émission, vraiment chaque soir, vous dire ne jamais renoncer, surtout. Sylvie dit quelle voix sublime, Kate Bush, pardon. C'est vrai que c'est vraiment un plaisir fou. Merci à Bertrand Rutilli de nous l'avoir fait réécouter. Allez, on va accueillir maintenant Brigitte. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Oui, alors moi je voulais réagir par rapport à cette journée. On a entendu beaucoup parler effectivement du problème de gifles chez les enfants. Oui, la campagne de prévention. Prévention. Donc j'ai vu le spot entre guillemets. Oui. Et c'est de la violence. Alors, le spot que vous avez vu où l'enfant renverse son yaourt et où la mère la gifle. Voilà. Où c'est effectivement disproportionné et pas justifié. Donc c'est de la violence. C'est une gifle qui est, oui, c'est pas disproportionné, oui. C'est disproportionné. Disproportionné. Et donc, parce que j'écoute beaucoup votre radio, et j'ai écouté beaucoup de commentaires et je me dis qu'il y a quand même un crescendo. Là, c'est pas une gifle, c'est de la violence pure et simple. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que entre une gifle, une claque, une petite tape sur les mains, il y a énormément de niveaux. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Effectivement. Oui, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que là, à la limite, il faut faire un spot sur la violence aux enfants et pas après dire oui, une gifle. Alors là, on va vers c'est-à-dire qu'il y a, je crois, 28 pays qui ont voté. Il y a une interdiction de loi, sur l'interdiction de la fessée, c'est-à-dire au fond de ne plus taper les enfants. Alors effectivement, certaines personnes, et d'ailleurs même les Français en général, disent que c'est absurde. Je crois que c'est 80%, 87% d'entre eux disent c'est pas si grave. Alors bon, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que là, on est dans le côté, on fait de la prévention et vous dites ça se rapproche plus de la maltraitance. Exactement. Mais au fond, ce qui est dit dans ce spot, c'est on voit une mère qui est visiblement fatiguée, un peu à bout, et sur quelque chose qui n'est rien. Balance une gifle à sa fille et la mère derrière, on voit 3 générations comme quelque chose qui peut arriver, donc quelque chose qui peut au fond se répéter. Moi je pense que ça a le mérite quand même d'exister et qu'il est important qu'il y ait au fond des campagnes de sensibilisation et de prévention dans le domaine des enfants pour essayer que l'on fasse un peu moins violence à leur psychisme et à leur corps, parce que c'est au sein de la famille qu'il y a la maltraitance,
quand je dis maltraitance, ça comprend Mais aussi voilà, bien mais la donc- maltraitance et les abus sexuels. Mais Donc, si vous... là, je vous rejoins tout à fait, mais que ce spot-là ait le mérite d'être clair, c'est maltraitance par rapport aux enfants. En global. Oui, Quoi. mais Parce si que- vous voulez, je pense que, au fond, ça fait réfléchir aussi à... bien sûr que, alors vous allez me dire, je voudrais pas non plus, parce que il y a des parents qui vont me dire, oui, qui n'a pas donné une tape sur les fesses, et c'est pas pour autant que l'on est un parent maltraitant. Je suis d'accord avec vous. Hein, c'est-à-dire être un parent Voilà. maltraitant, c'est pas parce que vous donnez une fessée à votre enfant que vous êtes un parent maltraitant. Pour autant, ça amène à réfléchir sur est-ce que la fessée est éducative et pédagogique. Ah non, je suis d'accord avec vous. Là-dessus, c'est clair. Ouais. Mais que ce spot-là porte bien son nom, quoi. C'est maltraitance. C'est pas claque, tape, voilà. Et à mon avis, c'est pas bien. Parce que, enfin, je sais pas, je parle pour moi, mais je ne sais pas si les gens qui sont capables de gifler leur enfant comme ça vont le comprendre. Alors, c'est vrai que c'est le problème. Le problème parfois, c'est pour des personnes un peu fragiles. C'est le problème quand on commence à, au fond, lever la main, à taper. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Oui, à taper. À taper, on va employer le mot. C'est que on ne sait pas parfois jusqu'où on peut aller. C'est ce qui est un peu dit dans... il y a un état de fatigue, un état de stress. Souvent d'ailleurs, au fond, quand on donne une fessée, quand l'adulte donne une fessée, c'est plus pour passer ses nerfs que par vertu éducative. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce spot-là, il va... Bon, j'aime pas le mot spot, mais ce message-là, il va passer comment ? Je suis pas sûre. Alors que les dire gens... qu'il y a quelque chose, oui, je ne sais pas comment il peut être interprété, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue que ça peut se jouer sur des, on voit 3 générations, c'est-à-dire que la violence, ça ne naît pas par génération spontanée, c'est-à-dire qu'on est avec ses parents comme l'enfant qu'on a été. Donc on traite souvent ces enfants comme on a été traité enfant. Ce qui ne veut pas dire... C'est pas sûr forcément. Non, exactement. Il ne faut pas en faire non plus... il n'y a pas non plus... c'est pas systématique. Heureusement. Mais je pense que ça amène à réfléchir et à poser le débat. Parce que par exemple... Quand je disais réfléchir un peu à tout ce qui peut faire un peu moins violence au psychisme, au corps des enfants, il y a encore quelque temps, au sein de l'école, les enseignants pouvaient taper les élèves. Enfin, il y avait des châtiments corporels et tout le monde, on trouvait ça normal. Bon. Oui. Et oui, finalement. Aujourd'hui, il n'est pas question que les enseignants s'en prennent physiquement aux élèves. C'est réservé à la famille. Que les parents puissent lever la main sur leurs enfants, on ne dit rien. Au sein d'un couple, si un mari donne une gifle à sa femme, on ne l'admet pas. Non, pas d'accord. C'est considéré comme de la violence. Un parent qui donne une gifle à son enfant, on dit, après tout, il a bien cherché. Dans l'évolution qui a été faite aussi par rapport aussi dans le cheminement sur l'évolution du rapport, de notre rapport à l'enfant, de son psychisme, il y a encore, c'est pas si vieux, hein, il y a quoi, il y a une vingtaine d'années, enfin, on ne donnait pas, un peu plus quand même, on ne donnait pas d'antalgique aux enfants parce qu'on disait qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Ah oui, non, tout à fait.
Donc, je crois que, vous voyez, il y a des choses. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire. J'entends très bien dire, après tout, ouais, c'est pas une tape, une fessée. C'est bon. Ah non, oui. Je crois qu'on peut faire autrement. Voilà, je crois qu'on peut faire autrement. C'est bien évident. Moi, j'ai eu 2 enfants et jamais ils ont eu de fessée. Des tapes sur les fesses, oui. Et moi, je jouais le jeu, c'est 1, 2, 3. Et à 3, ils savaient qu'il fallait qu'ils aillent se cacher quelque part parce qu'ils n'ont jamais été tapés. Donc oui, ça c'est parce que, effectivement, je n'ai jamais tapé mes enfants. Jamais. Donc, parce que il y a... l'éducation fait que, effectivement, moi, je respecte et j'ai respecté mes enfants totalement. Mais ce que je voulais faire passer comme message, c'est que je ne sais pas si ce spot-là va faire réagir les gens qui sont effectivement dans cet état de souffrance. Alors, je reçois un message, c'est dommage, j'aurais bien aimé que Christophe intervienne, mais bon, il a appelé le 3921, mais il ne souhaite pas intervenir. C'est dommage parce qu'à double titre, il écoute l'émission et il est directeur d'école. Il dit très sensible à ce que vous dites. Il dit, en fait, les messages souvent ne passent que s'il y a un message assez fort. Et donc, vous l'avez bien perçu, c'est-à-dire que on n'est pas dans le cadre d'une simple gifle, c'est-à-dire que vous percevez bien la violence sous-jacente et vous dites on est dans la maltraitance. Et il dit au fond il faut toucher davantage les gens. Parce que si ça avait été comme ça, où on voit une tape sur les fesses, ça aurait pas, on aurait dit ils font tout un pataquès pour ça, c'est ridicule, vraiment. Donc, effectivement, il y a une charge émotionnelle autour de cela, avec cette mère qu'on sent à bout, qui craque pour vraiment quelque chose de dérisoire, ce yaourt renversé. En contre-plan, la grand-mère qui prend à ce moment-là sa fille dans ses bras et qui lui demande pardon parce qu'elle réalise à quel point, au fond, l'attitude qu'elle a eue elle-même vis-à-vis de sa fille a des répercussions aujourd'hui sur l'attitude qu'elle a vis-à-vis de la petite fille. Vous savez, je pense que parfois, vous parlez de maltraitance et évidemment c'est quelque chose de terrible pour l'enfant, l'enfant qui subit des maltraitances, quelles qu'en soient les formes. Mais il y a aussi, et ça beaucoup de psychanalystes pourront en témoigner, toutes ces micro-traumatismes parfois du quotidien, ces petites choses qui, en fait, qui se répètent. Voilà, qui ne sont pas des faits graves en soi, mais qui se répètent. Voilà, c'est le fait que ça se répète et qui s'inscrivent. Qui s'inscrivent et qui s'imprègnent en nous. Et ça, c'est ce qui ressort et qui modèle vraiment profondément la personnalité de l'enfant et dont il a du mal beaucoup qui lui font perdre souvent toute estime de lui-même. C'est ce qu'on entend beaucoup. Oui, bien sûr. Oui, parce que derrière ça, il y a l'humiliation. Moi, je me souviens, j'ai connu, pourtant, je suis quand même pas si âgée que ça, mais je me souviens d'une époque où on donnait encore, où on donnait, j'ai vu des enfants déculottés dans la rue. Vous voyez, j'ai connu ça. J'ai vu des enfants où les parents baissaient leurs pantalons, leurs culottes pour leur donner une fessée, mais vraiment, on ne le voit plus, ça, je trouve. Enfin, on voit des parents qui donnent la fessée comme ça dans la rue, mais on ne voit plus cette humiliation suprême d'enfants vraiment à qui on baissé le pantalon et tout. Là, il y a vraiment un vrai désir d'humilier l'enfant. Écoutez, moi, je vais... Alors, c'est en parallèle, mais ça revient au même. Et moi, je me suis trouvée j'ai 57 ans. J'avais fait des fautes dans ma dictée et me trouvais le cahier au dos à faire le tour de la récréation. Et le cahier au dos. Donc, je pense que, en tant que difficile à digérer, voilà. Donc, bon.
Mais c'est vrai que... C'est un parallèle, ça n'a rien à voir, mais... Mais je suis d'accord, c'est vrai que en même temps, je ne voudrais pas, parce que vous avez raison de dire que c'est pas parce qu'on donne une tape, vous voyez, il faudrait pas non plus que les parents en ressortent se sentent culpabilisés en disant voilà, je suis pas, c'est pas être un parent maltraitant que de donner évidemment une fessée à son enfant, parce que parfois, je vais aller même plus loin, en allant dans votre sens, il vaut parfois mieux et je suis pas en train de faire l'éloge de la fessée, mais il vaut mieux parfois dans ces cas-là une petite fessée que certaines paroles humiliantes, cassantes, qui peuvent être extrêmement négatives. Vous voyez, il y a des paroles qui peuvent être assassines. Il y a des paroles vraiment assassines. Mais on sait que pour certaines personnes fragiles, parfois quand on commence à taper, on ne sait pas où ça s'arrête. D'accord. Mais écoutez, Christophe est avec nous. Je le remercie. Finalement, il a décroché son téléphone. On va l'accueillir comme ça, d'accord ? Bonsoir, Christophe. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Oui, écoutez, je suis très content de vous avoir au téléphone. J'ai hésité un petit peu parce que... Comment dire, c'est toujours compliqué d'intervenir. Mais non, je vous en prie, vous avez bien fait d'appeler, on est ravis de vous avoir en ligne. En plus, c'est un sujet, effectivement, qui me touche. Oui, vous êtes directeur d'école, alors. Tout à fait. Directeur d'école en ZEP. Oui. Donc, voilà, des situations pas toujours faciles. Et effectivement, la maltraitance est un sujet... que je connais bien. Alors justement, au moment où vous intervenez, j'ai un message qui me dit les profs n'ont plus le droit de punir, mais ce sont les mômes ou les parents qui peuvent le faire. Bon, évidemment, oui. Ça... Voilà, quand je dis... pas une raison, la violence est inacceptable dans les deux sens. Est-il besoin de le préciser Oui, tout à fait. Quand je dis c'est difficile d'intervenir, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que si j'interviens en tant que directeur d'école, c'est d'autant plus difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui... on va dire, nous sommes toujours en situation, on va dire, difficile par rapport à ce genre de sujet, quoi. Voilà. Non, je voulais juste dire par rapport à Brigitte, ce qu'elle a dit, il y a plusieurs choses intéressantes, effectivement, par rapport à la campagne actuelle. C'était mon idée première, effectivement, c'est assez violent. Ça peut être perturbant. Et elle a raison, quelque part, ça paraît un petit peu exagéré. Mais bon, c'est ce que j'ai dit au standard. Si on n'exagère pas les choses, on n'est pas écouté à l'heure actuelle. Je pense que derrière ça, il y a un message un petit peu plus fort qui se cache, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, la violence existe et elle est multiple et pas toujours facile à saisir. Et j'ai pu me tromper, je le reconnais, mais je crois que même Brigitte a fait une erreur tout à l'heure. Elle a dit quelque chose, sous réserve, je crois qu'elle a dit, j'ai mis des... elle a dit quelque chose comme, j'ai mis des fessées, mais je les ai pas mises. Elle n'a pas dit ça comme ça, mais effectivement, je crois qu'à un moment donné, elle-même, elle a dit, j'ai exprimé des choses qui sont en fait la violence, on ne sait pas où commence la violence et où elle s'arrête. Je crois que alors, je ne sais pas, peut-être que ça a été... non, je n'ai pas donné de fessée à mes enfants. J'ai dit justement, je n'ai jamais donné de fessée à mes enfants. Voilà, c'est ça. Je n'ai jamais donné de fessée à mes enfants. J'ai mis des tapes sur les fesses. Les tapes sur les fesses, oui. J'ai pas mis de fessée, mais j'ai mis des tapes sur les fesses. Des tapes sur les fesses, c'est bon, tu as passé... une tape, ça peut être en disant pousse-toi, t'as poussé à... Non, chez moi, il n'y a eu aucune violence. Ah non, mais je suis d'accord, Brigitte. Je mets absolument, je doute pas de ça. Mais tout à l'heure, vous avez dit, j'ai mis des tapes sur les fesses, mais j'ai pas mis de fessée. D'un point de vue purement simple, c'est la même chose. Non, parce que la tape sur les fesses, c'est... Fais attention, allez, pousse-toi, tu as fait une petite bêtise, et une fessée ou une claque, ou une gifle,
jamais j'ai giflé à mes enfants. Une gifle, il y a de l'agressivité et il y a de la méchanceté pour faire mal. Une tape sur les fesses, c'est bon, bah écoute, allez, hein, petit doux, en plus c'était plutôt genre petit doux, tu m'embêtes, tac, tac, une petite tape sur les fesses. Mais il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas le désir de faire mal. C'est pousse-toi un petit peu, là, t'as poussé le bouchon un peu loin. Mais je comprends tout à fait, Brigitte. Et puis, surtout, je ne juge pas. Et vous avez tout à fait raison. Par contre... Non, parce que c'est ça, moi, quand je racontais tout à l'heure, quand je disais 1, 2, 3 à mes garçons, ils savaient qu'à 3, il fallait qu'ils se tiennent à carreau. Mais parce qu'ils savaient, ils avaient rien non plus. Et après, ils riaient. Mais ce qui est important, c'est que, moi je pense, au-delà de ça, c'est que on en parle beaucoup. Et c'est ce mérite, c'est on en entend parler. Alors on en parle dans les médias, mais je pense qu'on en parle ailleurs. Ça amène à débattre. Alors les gens sont peut-être pas d'accord, mais ça amène à réfléchir, à en parler. Et je pense que c'est aussi le mérite de cette campagne. Oui, ça bouscule un peu les idées reçues que l'on a. C'est vrai que majoritairement les Français ne sont pas pour. Là, je vois Michel, elle a appelé le 3921 pour dire j'ai reçu des claques sur les joues par mes institutrices, j'en suis pas morte. Quand on le disait à nos parents, ils nous demandaient ce qu'on avait fait comme bêtises et ils étaient d'accord avec les maîtresses. Les institutrices voulaient que l'on réussisse. Je respecte ces dames-là, dit Michel. Bon, voilà, c'est encore. On a tendance souvent à en rire, dire une petite tape sur les fesses, une fessée, c'est pas très grave, une gifle par-ci par-là. Moi, je trouve que ça a le mérite d'en parler, de réfléchir, et je pense que tout ce qui est campagne de sensibilisation est une bonne chose. Oui, mais une petite tape sur les fesses, c'est comme une petite tape sur la main en disant écoute, voilà. Oui, mais je vous l'ai dit, je vous le redis, il y a parfois des paroles qui sont beaucoup plus assassines, effectivement. Maintenant, je pense en soi que une fessée, une tape n'est pas pédagogique. Qu'un enfant est un petit homme et qu'on lui apprend par le langage, et que c'est souvent parce que l'adulte est à court d'arguments, et à court d'arguments, eh bien, on en arrive effectivement à mettre comme ça des limites physiques. Mais on peut, ce qui n'est plus toléré chez les adultes, l'est encore toléré de la part d'un adulte vis-à-vis de son enfant. Ça pose question quand même. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est un problème général à l'heure actuelle. Effectivement, c'est le seul domaine où, effectivement, à l'heure actuelle, il y a une liberté totale qui est dans la conception française, à savoir qu'effectivement, les parents ont autorité totale. Oui. Une vieille tradition, le père qui est aujourd'hui, effectivement, enfin, heureusement d'ailleurs, je suis le premier à en être content, n'a plus autorité sur sa femme, on va dire, d'un point de vue idéologique, mais il est toujours le chef de famille par rapport à ses enfants. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dessus qui est quand même extrêmement gênant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut absolument parler de ces violences. Je pense que c'est essentiel. Même la fessée, je suis bien d'accord avec Brigitte. Donner une fessée, dans le cadre éducatif, quelque chose de possible. Oui, c'est pas pour autant. C'est ce que me dit Céline. Je vous écoute pour la première fois ce soir. J'entends la discussion sur la fessée. Je tenais à réagir. J'élève seul mon fils de 7 ans et demi. Parfois, avec le stress et les difficultés de la vie, il m'arrive d'être énervée après lui, mais jamais de fessée. Il m'arrive de lui donner une tape sur les mains. Mais effectivement, où est la limite de la maltraitance? Comment savoir si je suis une mère maltraitante? Non, mais une tape sur la main. C'est pas. Voilà. Je crois que c'est un peu le problème. Il faudrait pas que les mères se sentent culpabilisées. C'est compliqué, Céline. Vous nous dites qu'il y a des moments où on peut se sentir débordé, un peu en difficulté, stressé. C'est pas, vous n'êtes pas une mère maltraitante parce que vous donnez une tape sur les mains. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas, vous vous laissez pas déborder. Simplement, le but, c'est parfois la fatigue, le stress fait que c'est aussi le risque. On a tous nos limites, on est tous faillibles, et parfois quand on est très fatigué, on ne sait pas jusqu'où aller, en fonction de notre histoire évidemment. Il y a des gens qui sont fragiles, qui ont une histoire aussi peut-être particulière, peut-être où eux-mêmes ont eu à rencontrer de la violence dans leur histoire, et où à un moment ça peut déborder.
Oui, voilà, c'est aussi ça, ce message derrière. Mais effectivement, donner une tape sur les mains ou donner une fessée ne fait pas d'un parent un parent maltraitant. Il y a Florence qui dit « J'ai vu le spot, j'ai subi moi-même de la violence psychologique et physique, je n'ai jamais pu vivre avec qui que ce soit par peur de revivre une telle situation. À l'époque, il n'y avait pas de psy ni de loi pour nous aider. J'ai 54 ans. Merci pour le témoignage de Brigitte et de Christophe. Merci pour votre émission. Toutes mes amitiés. » Bon, je crois que on en parle et c'est ce qui est important de le dire, voilà, et d'en débattre. Effectivement. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, à la limite, ce spot aura fait parler et fera parler. Oui, parler dans le bon sens. Évoluer dans le bon sens. Parce que effectivement, moi, j'ai la petite tape sur la main en disant, écoute. Oui, on a bien compris que c'est oui. C'est des tapes affectives en disant, bah écoute. Alors, je crois pas qu'il y ait de tape affective. Hein. Non, attention à ça quand même. Hein. Non, écoutez, mes garçons vont très bien. Et non, je veux dire, tape affective, c'est de dire, bon, bah, fais attention. Oui. Ou alors, comme dit Sergio, là effectivement, on est chez les adultes et là, on est plus dans les jeux érotiques et là, ça m'étonnerait qu'on ait des spots publicitaires. En tout cas, ça sera pas diffusé à 20h sur les écrans. Hein. Ça serait. On pourrait nous en faire l'objet d'une émission parce que à l'heure où on passe, les oreilles chastes n'écouteront pas. Hein, tant pis. Mais là, c'est vraiment un tout autre sujet. Mais alors, je vais juste vous poser la question alors, parce que la taper, c'est juste poser sa main pour lui dire bon, écoute, on va pas rentrer dans le. Là, on coupe un peu les cheveux en quatre. Si je peux apporter juste mon expérience, Caroline. Oui. Oui, je voudrais juste te dire une chose pour rassurer toutes les mamans, effectivement, qui nous suivent. Moi, il y a vraiment quelque chose de très différent, très simple. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des personnes, je parle des personnes, c'est-à-dire des parents, c'est-à-dire le papa ou la maman, qui viennent me voir, qui, réagissent par rapport à quelque chose qui s'est passé et qui simplement ont pris conscience que peut-être ils ont fait quelque chose et qui les interroge. Que ce soit la tape, la fessée, la main, enfin, etc. À partir de là, je m'inquiète pas. Je m'inquiète beaucoup plus. Oui. Lorsque il n'y a aucune réaction par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est pour ça que, bien sûr, là, comme en parle Brigitte, il y a aucun souci. C'est ce que dit Céline aussi qui en parle. Bien sûr, oui. Vous avez, votre réflexion est très judicieuse. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à vous, Christophe, d'avoir initié ce débat. On pourra y revenir demain ou d'autres soirs si vous le souhaitez. Au revoir.